Nous, ce qu'on porte comme discours, c'est que on n'a plus rien à perdre d'essayer et d'expérimenter. Je veux dire, au pire, ça va marcher en fait, et c'est le plus gros risque qu'on prend, quoi. Du coup, sur le tracteur, il a tout le temps un triangle mâle qui a demeure dessus, dont il peut contrôler l'inclinaison avec un troisième point hydraulique. Et tous ces outils sont équipés de triangles femelles qui s'emboîtent. Et donc, ce qui lui permet là d'atteler en quelques secondes sans descendre du tracteur. Et hop, et il y a un petit loquet qui vient bloquer l'outil en position. Et comme ça, il peut repartir et il attelle en quelques secondes. Avec un système plus classique de broche, il faudrait qu'il descende, qu'il mette les broches, qu'il bouge l'outil à la main, etc. Avec l'expérience du portage du projet de l'Ermitage, c'est que très rapidement, avec un collectif qui se constitue et qui cherche à lui donner un avenir, qui est ancré dans son époque, on peut lui donner un usage collectif et on peut en faire un outil commun qui reconstruit du lien social et qui construit une relation entre le maire, le conseil municipal, la commune et les habitants. Le tiers-lieu, en ça, dans une friche, c'est une option, une opportunité plutôt qu'une contrainte. Ce que ça montre, notre expérience, en peu de temps finalement, c'est qu'en mobilisant un collectif et en ayant clairement une idée précise de la valeur qu'on veut donner à ce patrimoine, de la valeur qu'on peut lui donner, on lui donne un avenir. Et il n'y a pas de valeur en soi d'un patrimoine comme celui-là, il y a la valeur que lui donnent les gens qui veulent le reprendre dans le sens de l'intérêt général. Et si on développe ce concept sur les 36 000 communes françaises, dans les intercommunalités, on peut construire une nouvelle page de l'histoire de France, mais ça se fera pas sans les élus. Dans la mesure où c'est eux qui donnent, à un moment donné, un certain nombre d'orientations qui soutiennent le collectif et qui permettent au collectif de se sentir sécurisé et de se sentir en dynamique pour construire l'avenir. L'objectif, c'est vraiment d'agir sur le territoire périurbain, faire en sorte en fait que ce soit pas ni un territoire rural ni un territoire urbain, mais que ce soit les deux à la fois, parce que c'est ce que permet encore le périurbain. On a encore du lien à la nature, on a encore des espaces de terre, et en même temps il y a tout l'avantage d'avoir le dynamisme de la ville, avec la proximité de la ville. Et en gros, le questionnement initial du Centième Singe, c'est comment est-ce qu'on revitalise le territoire périurbain. À la fois, comment est-ce qu'on permet aux gens d'avoir des espaces de rencontre, des espaces de croisement, faire en sorte que les populations se croisent sur ce territoire, parce que sinon, de manière générale, les personnes sont absorbées par le flux de travail, en fait, et ils vont en permanence vers la ville ou ils vont vers d'autres territoires, et donc c'est un territoire qu'ils n'investissent pas, où il y a très peu d'identité. Les gens partent tôt le matin, font 1h30 de bouchon et rentrent tard le soir. Je suis arboriste grimpeur, donc j'interviens plutôt dans le milieu urbain. Là, on est plutôt en zone rurale. Alors pourquoi le milieu urbain? C'est qu'en fait, les arbres en ville, c'est souvent des arbres plutôt isolés. Donc ils n'ont pas les mêmes rapidités que dans des forêts en sylviculture ou des choses comme ça. C'est des arbres souvent qui sont fortement abîmés, puisqu'on va faire passer un camion, on va faire des travaux à un moment donné, donc on va vouloir refaire les trottoirs, donc on va abîmer les racines. Donc nous, on a d'autres problèmes que la forêt. Par contre, le constat, il est identique. Les arbres en forêt sont en train de mourir et les arbres en ville sont en train de mourir. Par contre, c'est pas pour les mêmes raisons. Donc en fait, moi, aujourd'hui, mon premier propos, c'est d'aller à la rencontre aussi bien des gens de la forêt que des gens urbains. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des mondes qui devraient se croiser plus. On fait des expériences aussi, parce que tout à l'heure on parlait de scientifiques, on est en train de mener une expérience un petit peu plus haut, qu'on appelle enclos-exclos. Donc on a planté on a grillagé, si tu veux, un espace de mémoire, ça doit faire 5 mètres sur 5 mètres, hein, pour montrer en fait la régénérescence et la pression des grands herbivores, hein, en fait sur la régénérescence forestière. Et donc à côté, donc ça c'est l'enclos, et l'exclos c'est une surface équivalente juste à côté où il y a les 4 piquets, mais par contre il n'y a pas les barrières autour. Donc c'est le témoin quoi en fait. C'est le témoin, voilà. On agit localement, mais on pense global. Je pense qu'on à aucun moment ça n'a pas de sens de s'occuper de 10 hectares de forêt ici si tu t'intéresses pas aux forêts dans le monde quoi. Voilà, c'est ça. On souhaite être en relation avec tous les gens qui pratiquent, connaissent la forêt. Donc je veux dire, les chasseurs, cela sera, en fait. C'est juste que ça, pour l'instant, on a la forêt de mémoire, on l'a acheté en, je sais plus, la charte, je relisais, la charte, elle date de 2019, hein, donc on a dû l'acheter, tu vois, quelques mois auparavant, un truc comme ça. On a vraiment construit un projet de médiation
forestière à l'Ermitage, avec vraiment une idée que cette forêt est notre patrimoine commun, on y est tous attachés, on la pratique au quotidien. Il faut que les gens qui la pratiquent puissent avoir une concertation d'usage, mais il faut aussi qu'elle soit dans l'intérêt de la préservation de la ressource. Et notamment on trouve la capacité d'adapter les types d'essences aux conséquences du réchauffement climatique. Alors on ne fait pas des grands essais dans des laboratoires, on regarde juste autour de nous quelles sont les essences qui commencent à prendre le dessus, parce que les arbres, en sous-sol, ils sont solidaires, mais en surface, ils sont concurrents. La SAUGE, c'est la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Et notre mission, c'est que chacun jardine, même quand on habite en ville. Et pour ça, on a 4 leviers d'action. On a les fermes urbaines, on a nos jardins partagés en pied d'immeuble, on a un programme pédagogique dans des écoles et on a un festival, les 48 heures de l'agriculture urbaine, qui se passe tous les ans au printemps. Ici, on est à la Prairie du Canal, la première ferme urbaine de la Sauge. Et ce lieu, il est à la fois pédagogique, avec des activités pour des bénévoles, des scolaires, etc. Productif, avec une serre où on produit des plantes pépinières qu'on vend au grand public. Et festif et ludique, avec une activité culturelle tous les samedis et tous les dimanches de la saison estivale. On a choisi la diversification pour bien marcher, avec une vente de plants de notre pépinière, donc on produit ici à Bobigny, des activités culturelles qui nous permettent aussi une entrée d'argent sur toute la période estivale et des activités qui seront gratuites ou à prix réduit pour des publics scolaires, etc. Ce qu'on cherche à faire, c'est mailler le territoire pour permettre à ces agriculteurs-là, ces non issus du milieu agricole, qui vont s'installer sur ces espaces-là, de pouvoir travailler les mutualisations, mutualisation de matériel, mutualisation de production aussi, pour pouvoir travailler des cultures communes. Tout cet ensemble de choses-là qu'on ne pourrait pas faire si chacun était isolé et éloigné, et on se retrouvera avec des projets individuels. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de favoriser, impulser, créer un maillage de nouveaux agriculteurs pour permettre toutes ces collaborations-là. Une des missions du Centième Singe, c'est de remettre en place une ceinture verte et collaborative tout autour de Toulouse. Donc pourquoi ceinture verte? Une des activités qui du coup illustre cette mission-là, c'est d'avoir la couveuse du Centième Singe qui permet d'accueillir pendant 3 ans des maraîchers sur des lieux tests agricoles tout autour de Toulouse, donc sur lesquels on met en place des conventions avec des accueillants. Et collaborative, l'idée étant de favoriser justement la mixité de ces publics sur le tissu périurbain, donc à la fois favoriser la mixité des publics tertiaires et des publics agricoles, en faisant différentes animations qui permettent aux différents publics de venir se rencontrer, et permettre aussi aux maraîchers de se connaître et de s'entraider dans cette volonté de mettre leur métier au service des transitions de demain. Le Centième Singe, c'était un rapprochement au départ, on va dire amical. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ce qu'il faisait. Et notamment dans le domaine agricole avec les espaces tests, parce que depuis quelques années, j'avais besoin, en fait, personnellement, de faire une reconversion professionnelle, mettre les mains dans la terre et travailler sur l'écologie entre guillemets, tout en professionnalisant quelque chose dans le domaine agricole. Ce qui est intéressant via les espaces tests agricoles, c'est l'accompagnement que fait le Centième Singe sur les porteurs de projets comme moi, parce qu'on est accompagné, donc ils nous mettent à disposition de terrain, donc ça c'est la base. Ils nous mettent à disposition de l'outillage, donc tout ce qui est matériel d'irrigation, de l'outillage pour travailler dans le champ. Il faut pas juste voir la carotte comme juste le simple légume qu'on va poser en bout de chaîne en fait. Il faut voir tout ce que ça a demandé comme travail, tout ce que ça préserve et sur du long terme. Et donc du coup, ce qu'on porte beaucoup comme discours, c'est vraiment d'accompagner les communes aussi à prendre en compte le fait que ça doit devenir bien public. Les dernières terres qui restent doivent devenir un bien public qui appartient à tous. Toute la dimension tiers-lieu, elle est abordée par le fait de mutualiser des espaces de travail et de permettre à ce que d'autres types de professionnels du territoire, d'autres types de publics puissent venir et puissent s'insérer. Et pour nous, c'est une des visions qui permet à ce que l'agriculture ne reste pas cloisonnée à un secteur.
mais faire en sorte que ça réintègre en fait le champ commun de tous les secteurs d'activité. Et nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est vraiment de faire en sorte d'accompagner toutes les communes qui le souhaitent, et il y en a de plus en plus, et on va les accompagner à la faisabilité, la mise en œuvre de leurs projets agricoles de transition, comme des régies agricoles, des fermes communales. Alors l'atelier paysan, c'est une démarche qui a démarré autour de 2009 sur une discussion en bout de champ suite à des bricolages d'un maraîcher sur ces outils pour qu'il s'adapte ces outils à une nouvelle technique agronomique qui est les planches permanentes en maraîchage, et constatant cette capacité-là d'adapter son outil de travail à une envie agronomique et une exploration agronomique, il y a plusieurs personnes qui se sont dit faudrait que tout le monde sur toutes les fermes on soit capable de faire ça. Et donc ces quelques outils-là ont donné lieu aux premiers outils diffusés de l'atelier paysan, dont on peut voir des plans ici par exemple, et ont donné lieu ensuite aux premières formations au travail du métal, avec 12 paysans, paysannes installés pour venir faire 12 machines collectivement et repartir avec donc des machines qui étaient très innovantes dans le maraîchage, puisque adaptées aux planches permanentes, qui était une technique assez novatrice à l'époque. Donc ici on a le roule-émiette. C'est un outil qui permet de préparer un lit de semences. Là c'est le cultibut. C'est un outil qui permet de décompacter en profondeur. On a des dents qui sont assez plus costauds, qui permettent de descendre un petit peu plus profond. Et là, c'est l'outil dont je me suis servi ce matin. C'est une barre porte-outil, c'est une sorte de couteau suisse sur lequel on peut mettre différents éléments. Et là, on a une lame souleveuse qui permet de ramasser de soulever les légumes racines, comme les carottes ou les radis noirs par exemple. Dès que j'ai un souci avec mes outils, par exemple, je vais appeler des collègues qui ont aussi construit des outils avec l'atelier paysan pour connaître un peu leurs pratiques, s'ils ont eu un problème, comment ils l'ont résolu. Et quand moi j'ai une solution, c'est pareil, je vais transmettre soit via le forum de l'atelier paysan, soit j'appelle l'atelier paysan pour leur dire j'ai modifié tel outil comme ça pour résoudre tel problème. Mais c'est surtout vraiment l'autonomie vis-à-vis des vendeurs de machines agricoles. Je suis pas tous les 4 matins en train d'aller changer un vérin ou faire réparer un outil. Je me débrouille parce que j'ai des compétences acquises lors de formation avec l'atelier paysan. L'atelier paysan a d'abord été une association, puis une coopérative. Maintenant, on est une 30aine de salariés. On a des formateurs, des formatrices externes. On a 3 ateliers, donc un ici en Isère, un dans le Morbihan, un dans le Minervois, dans le sud. Et tout ça dans une optique d'essaimer un maximum cette dynamique sur les territoires et d'avoir de plus en plus d'acteurs et d'actrices sur les territoires, et qui évite de tout le temps passer par nous, qu'on n'ait pas trop nous à se déplacer. Et dans cette optique-là, en fait, dans cette expansion qu'on a eue année après année, maintenant on dispense une 60aine de formations de 5 jours à l'autoconstruction d'outils agricoles et au travail du métal, mais aussi des formations plus longues avec des promos de 12 personnes sur 9 semaines, qui sont des formations pour s'installer, vraiment pour des gens qui ont des projets d'installation avec l'approche des technologies paysannes collectives. Et là, dans les tuyaux, il y a de faire reconnaître le métier d'accompagnant en technologie paysanne afin de pouvoir monter une formation pour former les gens à notre métier, et qu'il y en ait de plus en plus sur les territoires. Et augmenter un peu la force collective de notre dynamique et la résilience aussi de notre projet. Je crois qu'il faut un peu renverser les choses. Notre conviction, qui a toujours été celle de ce lieu, même avant que ce concept de tiers-lieu émerge, ça a toujours été de travailler pour un monde humain. Aujourd'hui, la question des êtres humains, c'est de s'adapter à l'environnement. Or, tout au long de l'histoire, on a vu que c'était le mouvement contraire. L'environnement qui doit s'adapter aux hommes. Les petits liens qui sont tissés entre ici et le village, la communauté de communes, etc., sont vraiment facteurs bénéfiques pour les élus dans leur mission
d'assurer le bien-être général. Ça fait renaître une autre dynamique, peut-être une autre manière de voir ensemble. C'est très progressif, c'est pour ça que je dis que il faut y aller doucement, il faut se donner le temps pour rebâtir ces relations, bien évidemment sur la confiance. Dans l'optique de rendre la ville comestible, nous, on procède beaucoup par réponse à des appels à projets pour nos différents lieux. Donc que ce soit notre lieu à Bobigny, notre lieu à Aubervilliers ou notre lieu à Nantes, ça a toujours été des friches qui ont été mises à disposition par les collectivités territoriales et auxquelles on a candidaté via des appels à projets. Nous, notre modèle, il se base beaucoup sur l'occupation transitoire de friches qu'on va transformer, qui vont avoir des lieux à la fois dédiés à la biodiversité, dédiés à la culture, dédiés à la pédagogie. Et ça va devenir des vrais lieux d'expérimentation, tant pour nous, la Sauge, que pour tous les habitants et les bénévoles qu'on va pouvoir accueillir sur ces lieux. C'est aussi une base arrière pour tout ce qui est outils, production de plants, pour nos jardins potagers qu'on a en pied d'immeuble et pour les jardins qui nous servent de support pour le programme pédagogique en école. Il y a eu aussi cette idée de se dire qu'on ne veut pas juste rester une alternative technique à ceux qui ne se reconnaissent pas dans le modèle dominant, mais qu'on veut rentrer vraiment dans le rapport de force plus global et réfléchir à une transformation du modèle agricole plus vaste, qui n'est pas juste via l'agroéquipement, qui est nous notre fer de lance, mais qui peut se penser beaucoup plus loin dans les semences, dans les AMAP, dans la commercialisation, les circuits courts, etc. Il y a tout un ensemble qui a inventé pour changer le modèle agricole. Si on s'y met collectivement et pas chacun dans son coin, juste à être, voilà, des alternatives dans lesquelles le monde paysan peut piocher, mais pas vraiment faire corps et aller un petit peu au front, quoi.